Alors bonjour Sylvie, pourquoi, quand et comment Art Action, Art Performance et notamment tes liens avec les poètes contemporains? Well, eh bien, tout a commencé il y a un peu plus de 31 ans, voilà. Grâce à des artistes poètes que j'ai rencontrés, dont Julien Blaine, Charles Dreyfus, des performeurs. Tout a commencé à ce moment-là, parce qu'avant, je montais des expositions chez moi, dans mon appartement, qui s'y prête, avec des artistes connus. J'ai commencé avec des artistes catalans qui venaient, que j'étais allée chercher à Barcelone. J'en exposais 7. C'était la première exposition dans mon appartement. Après, j'ai exposé Thomas Lawson, l'artiste américain, à 2 reprises, dont une fois pendant la Biennale d'art contemporain. Chaque fois, il venait, j'avais un deal avec l'École des Beaux-Arts de Lyon où on lui mettait à disposition un atelier, il faisait des conférences. C'est quelqu'un qui est tellement connu, c'était le dean de Call Arts à Los Angeles. Et puis, il était particulièrement connu pour la pertinence de ses textes critiques, Thomas Lawson. Donc voilà, j'ai pas mal travaillé avec lui. Il y a eu aussi Catherine Beaugrand, une grande copine de Thierry Raspail. Voilà, ça c'était un petit peu stratégique, n'est-ce pas? Et puis j'ai vite fait le tour de mon appartement parce qu'en fait, rester coincé chez moi à attendre les collectionneurs, j'organisais des réceptions, évidemment, beaucoup de choses comme ça. J'ai vite bifurqué vers la performance, vers tous ces artistes que j'avais l'occasion de rencontrer. Joël Hubeau, Arnaud Labelle-Rejoux, Patricia Brignone, la critique d'art. J'ai vite basculé là-dedans parce que c'était quelque chose qui me parlait vraiment, qui me convenait. J'aimais cette forme artistique. Je trouvais qu'il y avait là-dedans une liberté qu'il n'y avait pas ailleurs. Et puis ces gens, je les trouvais humains, je les trouvais normaux. Voilà, on avait des rapports, mais d'amitié profonde, et ce qui n'était pas le cas la plupart du temps dans les autres milieux artistiques. Voilà. Et donc ces artistes que tu as mentionnés, ces poètes, je dirais, de poètes action, poètes sonores, ensuite t'ont poussé ou en tout cas t'ont incité à créer des événements, on parlera notamment de polissonnerie. Bah, c'est-à-dire que je suis allée, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être invitée, enfin en participant financièrement, toujours pareil, hein, dans des festivals d'art performance à l'étranger. En tant qu'artiste. Non, 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 en Ok. tant que critique, écrivain, enfin, je dirais rédactrice d'art performance. Ok. Voilà. Puisque depuis ces années-là, j'écris sur l'art performance. Mes textes, j'ai certains textes qui sont parus dans Inter, et puis d'autres, la plupart dans les blocs-notes de la MAPRA, la maison des arts plastiques Rhône-Alpes, qui a hélas été évincée de ses murs récemment. Un scandale. Après 40 ans d'existence et de travail auprès des artistes et dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bref, ça c'est un autre sujet. J'ai beaucoup été à l'étranger, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré des tas d'artistes internationaux fabuleux. J'ai couvert des festivals à Nové Zámky en Slovaquie. J'ai rencontré Joseph Joas, un personnage fabuleux qui a fait des événements mais d'art performance colossaux dans une toute petite ville, le trou du cul du monde, qui s'appelait Nové Zámky, où je suis allée la première fois d'ailleurs avec Charles Dreyfus. Voilà, Charles était invité, il m'a dit tu veux pas venir, et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer tous ces performeurs qui sont très importants sur le plan international, puisque ça bouge beaucoup plus à l'étranger qu'en France, même toujours actuellement. Et tes rencontres déterminantes dans ces festivals, principalement à l'étranger?
Oui, eh bien, ça m'a donné envie de créer mon propre festival, là, bien évidemment. Donc, comme je sais très bien organiser, j'ai commencé par chercher des subventions. J'ai tapé d'abord aux portes à Paris. Paris m'a énormément soutenue. Toutes les ambassades des différents pays pour faire venir les artistes, c'est ce qu'il faut que tu fasses quand tu organises quelque chose d'ailleurs. Toutes les ambassades m'ont soutenue. Mon projet les emballait. J'ai même eu des missions de prospection de leur part dans leur pays, dans leur propre pays. Et ils me voyaient arriver, ils me disaient mais c'est fantastique ce que vous voulez faire. Et puis à Paris, j'ai été très soutenue aussi par l'AFA. À l'époque, elle s'appelait comme ça a changé de nom maintenant, mais c'était l'AFA. Et j'avais des budgets du CNL, j'ai obtenu des budgets de la ville de Lyon, de la région, jamais de la DRAC. La DRAC ne m'appréciait pas, ils n'ont jamais voulu me soutenir, si à part Jean-Claude Guillaumont, qui lui s'occupait un petit peu justement de la partie plus performative et puis du texte aussi, de la poésie. Voilà. Non, Benoît Guillaumont, Jean-Claude Guillaumont, c'est un artiste dont on a vu l'œuvre derrière, qui hélas nous a quittés récemment et qui était quelqu'un de très important dans l'art performance. Il a fait venir Ben, Filiou, Dietmann et des tas, Georges Brecht pour organiser beaucoup de Fluxus pour organiser un dîner, mais il y a longtemps en arrière. Venez manger l'art, voilà. Et où en étais-je donc, Paris t'a beaucoup soutenu, effectivement. Paris m'a énormément soutenu. Du coup, Lyon s'est mis à soutenir aussi. Et puis, j'ai commencé avec une exposition à l'ELAC qui s'appelait Poésie sonnée. Et en collaboration avec Écrit Studio, des poètes lyonnais, dont Jean-Pierre Bobillot, avec qui que j'apprécie beaucoup, il y a eu avec Écrit Studio toute une série de performances à la Villa Gilet. Et moi, tous les artistes de Paris, c'est moi qui avais les contacts, c'est moi qui les ai fait venir. Il y avait pas que de Paris d'ailleurs, mais ça a été le début et je me suis dit, mais bon sang, organiser quelque chose comme ça, c'est extraordinaire. J'avais fait venir Jean-François Bory, Henri Chopin, Julien Blaine, Joël Hubaut, Pierre Tillemont, Bernard Heidsieck. C'était après Bernard Heidsieck parce qu'il ne fallait pas mélanger Henri Chopin et Bernard Heidsieck à l'époque. C'était un peu compliqué leurs histoires, donc voilà, il faut toujours être vigilant là. Donc je faisais attention. Et puis plein d'autres que j'oublie là. Et dans les femmes Cathy Molnar. Qui malheureusement on ne voit plus du tout. Non, et il y avait aussi, qui est malheureusement est mort, Christophe Tarkos. Okay. Oui, c'était la même génération. Oui. Et il y avait, j'en oublie là, il faudrait que je reprenne un peu mes notes. Donc Poésie sonnée, donc c'était un festival de poésie action, poésie sonore. Voilà, c'était poésie action, poésie sonore, absolument. Ouais. Pendant combien de temps? Alors la Villa Gilet, il y a eu 3 jours me semble-t-il. J'avais réussi à obtenir gratuitement la Villa Gilet grâce à sa directrice qui a quitté depuis. C'était 3 ou 4 jours. Voilà. Et puis il y avait les poètes lyonnais d'Écrit Studio qui participaient aussi, qui montraient leur travail bien évidemment. Et il y avait le GMVL. Voilà. Ensuite, il y a eu Poésie sonnée à l'ELAC, où Thierry Raspail était en attente de son musée d'art contemporain à Lyon. Donc il avait investi l'ELAC, il organisait des expositions là, il y en a eu des très intéressantes. Et j'ai pu, grâce à l'adjoint à la culture de Lyon, qui était Jacques Oudot à l'époque, organiser l'exposition Poésie sonnée. Voilà, Poésie sonnée, c'était vraiment à l'ELAC une exposition collective
avec tous les artistes qui sont concernés, beaucoup en tout cas d'entre eux qui sont concernés par ce geste poétique. J'avais invité Stéphane Bérard, Julien Blaine, Jean-François Bory, Charles Dreyfus, Jean Dupuis, Manon Angelis, qui a réalisé cette œuvre 3 mètres par 3 mètres, tout en verre à l'intérieur, où les gens pouvaient rentrer dedans, sur lesquels elle avait écrit « Les miroirs ne me font pas peur, les miroirs ne me font pas peur, les miroirs ne me font pas peur ». Il y avait Pierre Gius, un poète lyonnais qui fait de jolies petites œuvres, j'en ai quelques-unes chez moi. Joël Hubaut, j'avais une pièce de Joe Jones prêtée par la galerie Donguy à l'époque. J'avais Arnaud Labelle-Rejoux, Anne-Marie Lager, Fabre, Jean-Jacques Lebel, Rosario Mineo, Baudouin Austerling, le Belge qui fait des instruments, qui peint des instruments de musique qu'on n'utilise plus dorénavant, qui sont considérés comme obsolètes. Philippe Perrin, j'avais invité, parce que oui, Philippe Perrin est un poète dans son genre, un peu plus trash que les autres, mais un poète. Serge Pey, Patrick Ravella et Bernard Faure, Gilles Richard et Pierre Tillemans. Et il y avait des performances le soir du vernissage, il y avait Gweck Bursault, il y avait Serge Pey, il y avait Julien Blaine, et Jean Dupuis nous avait fait une œuvre absolument fantastique qui s'appelait Satirique. C'était un train qui tournait autour d'une platine avec un disque sur laquelle tournait aussi un disque rayé qui faisait et le train tournait autour. Voilà. Et cette exposition a duré du 2 avril au 7 mai 1995 et elle a eu un gros succès. Voilà. Ensuite, il y avait donc les poètes à la Villa Gilet. Tu veux que j'en parle aussi ? Oui, bien sûr. Voilà, le samedi 28 octobre 1995, à la Villa Gilet, donc avec Écrit Studio, il y avait, moi j'avais fait venir Julien Blaine, Jean Dupuis, Jacques Donguy. C'était la première fois que Jacques Donguy présentait à Lyon Poésie numérique. Voilà. On est tous restés un peu comme des harengs frits en l'écoutant la première fois. Il y avait Charles Dreyfus, il y avait Michel Giroux, le coyote. Il intervenait dans le parc en hurlant et en tapant sur des cailloux. Il y avait Joël Hubaut, Cathy Molnar. Il y avait Isabelle Pinson, Proteus Morgani, Lucien Suel, Pierre Tillemans, Christophe Darcos. Et Alain Robinet, Jean-Pierre Bobillot, bien sûr, Patrick Dubost et Patrick Burard-Valdois. Voilà, c'était à la Ville, à Gilet. Ensuite, voilà, moi, d'aller voir tous ces festivals à l'étranger, beaucoup dans les pays de l'Est. Je suis beaucoup allée en Pologne, je suis beaucoup allée en Slovaquie, je suis beaucoup allée en Hongrie. Je suis allée beaucoup à Québec, à Montréal. Et tu voyais que la pratique de l'art performance, art action était totalement différent dans l'Est, enfin, on s'en doute, hein, mais qu'est-ce qui les caractérisait versus effectivement l'art action français ou l'art action plus occidentale? Si tu veux, c'était surtout de la performance parce que, en fait, dans tous ces pays, il y avait des performeurs internationaux, dont, quand tu connais Boris Nislony, il était beaucoup invité, Alastair McLennan aussi, tous les black markets tournaient beaucoup. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'effectivement ça soit beaucoup plus développé dans ces pays effectivement qu'en France? C'était un besoin, d'abord c'était une question financière, où c'était beaucoup plus facile pour eux d'organiser avec peu de moyens. Il y avait des soutiens logistiques où tout le monde donnait la main, il n'y avait pas d'institution, ça ne concernait pas les institutions, c'était chacun la débrouille. Et ça marchait très très bien comme ça. Et puis beaucoup de ces organisateurs, en plus, ils étaient profs dans les écoles des beaux-arts, donc ils avaient des soutiens logistiques assez importants, ne l'oublions pas.
Et je suis allée aussi comme ça à Los Angeles pour le Full Nelson Festival de Jamie McMurray, un artiste dont j'ai énormément apprécié le travail aussi, très très fort. D'ailleurs, il a été souvent invité par les Black Market International. Je les ai vus plusieurs fois, les Black Market International. J'ai écrit plusieurs fois sur leur travail. Il y a un numéro spécial, Docs, tu sais, Black Market. Eh ben, je ne l'ai pas. Ah. Je ne l'ai pas. Tu vas te débrouiller là. Je le trouve. Voilà, et puis donc moi de tourner dans tous ces festivals, de rencontrer ces gens absolument fantastiques qui étaient pris de liberté, qui étaient sympathiques comme tout. Il y a quand même une histoire à Lyon, ma ville, hein, par rapport à l'art performance, puisqu'à la fin des années 70, Orlan et Hubert Besacier ont organisé les symposiums d'art performance. Donc, moi, dans ma tête, quand j'ai commencé à demander mes subventions, il était évident que je voulais faire revivre l'art performance en liaison avec ce qui avait été fait par Orlan et Hubert Besacier, ici à Lyon, à la fin des années 90. Voilà. Le premier festival a eu lieu. D'abord, il y a eu l'antichambre, qu'il ne faut pas que j'oublie. L'antichambre qui est sur le mur, là. Voilà. Qui a eu lieu en 1998 avec Valentine Verreg, Philippe Corner et Phoebe, sa compagne, Michel Collet, Bob Lenz et Jürgen Ulbrich. Comme tu peux le voir, pour la première fois, c'était déjà très international. Il y en avait qui venaient d'Allemagne, des Pays-Bas, des USA. Et puis j'avais eu un lieu extraordinaire qui était tenu par des artistes qui faisaient de la musique minimaliste. Ils m'avaient mis à disposition leur espace, c'était très, très sympathique de leur part. Et j'avais eu une subvention de l'adjoint à la culture de Lyon. C'est comme ça, par l'antichambre, qu'a commencé le festival Polissonnerie. Donc c'était Polissonnerie Antichambre. Et polissonnerie, il y a une référence à Polyphonix ou Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. C'est mon ami Charles Dreyfus qui m'a aidé à trouver le nom. Parce qu'on était très Polisson. complices. Voilà. Il y a un côté polisson, il y a un côté sonnerie, on se demande un petit peu de quoi il s'agit. Et ça collait très très bien, c'est poétique en plus, ça collait très très bien à l'art performance. Et à l'époque, déjà, les gens de Boxon, Tapin, tu les côtoyais ou c'était vraiment le début? Ils étaient dans Écrit Studio. Oui, tout à fait. Alors, le premier grand festival polissonnerie, puisque chaque fois j'invitais 50 artistes. Donc j'avais trouvé les budgets, évidemment, au préalable. J'allais chercher les subventions. Je préparais les invitations après. Je faisais le dossier de presse. Je contactais la presse. J'ai déplacé Libération, Le Monde. Ils sont tous venus de Paris. Hein. J'ai eu des articles dans la plupart des revues d'art contemporain. Et j'ai commencé avec aux subsistances dans l'ancien local de l'armée, donc les subsistances. J'ai commencé avec 50 artistes qui sont venus pour le premier festival dans lequel était venu me passer le flambeau Orlan, puisqu'elle était là. Elle s'est déplacée spécialement. C'était l'invité surprise de mon festival. Donc, ensuite, j'avais fait venir Pierre Crestani, parce que j'avais envie que Pierre, que j'avais rencontré plusieurs fois à Québec, lorsque j'allais au festival de Richard Martel, je trouvais que Pierre parlait de la performance de façon très intéressante et que j'avais envie d'avoir un aspect critique sur le festival. Donc Pierre est venu généreusement couvrir ce premier grand festival polissonnerie.
dans lequel, dans tous mes festivals, j'ai toujours consacré la première soirée à la poésie sonore. Parce que les poètes sonores, pour moi, c'est primordial. D'abord, ça fait partie de l'art performance, parce que c'est une oralité que tout le monde peut comprendre. Il n'y a pas forcément des mots, il n'y a pas forcément un texte. C'est le son, le corps. Tout cela est très, très, très physique. Alors, pour cette première édition de Poètes sonores, j'avais Fernando Aguiar, j'avais Alistair Noon, Katalin Ladik de Hongrie, extraordinaire performeur, Jean-Pierre Verhegen. Non, on l'enlève, il n'est pas venu. Non, il n'est pas venu, Jean-Pierre. Il ne pouvait pas au dernier moment. J'avais Bernard Itzik, j'avais Tommaso Binga alias Bianca Mena, l'italienne, j'avais Nobuo Kubota, John Giorno et l'excellent italien Giovanni Fontana, qui est venu me faire un flash opéra. Un flash opéra avec des musiciens italiens, Antonio Poce, Luca Salvatori, et on a travaillé pour le flash opéra avec toute l'équipe du conservatoire de musique. C'était un gros truc. Katalin Ladik qui a participé, Bianca Mena aussi, enfin c'était quelque chose de fantastique. Et tout ça se passait où? Tout ça se passait aux Subsistances. D'accord. Voilà. Un lieu immense, où j'organisais aussi un catering, c'est-à-dire que je choisissais un chef lyonnais. Pour la première édition, c'était Michel Piette, très branché art performance, un grand copain de Frigo et de Mykens. Et c'est lui qui nous faisait la popote dans une des salles des Subsistances. Il avait une salle à lui. Donc il y avait plusieurs thématiques. Il y avait la partition poétique en premier. Ensuite, il y avait le corps. Ensuite, il y avait l'art-action. Et ensuite, il y avait l'intermédiaire. Avec donc différents artistes que je ne vais pas tous citer. Tu les prendras plus tard. Voilà, c'était la première édition. Et tout à l'heure, on discutait à la cuisine de la différence entre effectivement l'utilisation du mot performance un peu à toutes les sauces. Oui, la performance. Alors moi j'ai toujours trouvé que Rosalie Goldberg dans son livre elle avait fait un gros elle avait créé un gros problème par rapport à l'art performance. Donc, parce qu'elle aux États-Unis tout est performance. La danse c'est de la performance, la musique c'est de la performance. Un art performance, c'est de la performance. Tout est performance, il n'y a pas de distinguo. Donc elle a tout mélangé. Tandis que pour moi, la performance vient d'abord des arts plastiques. Il y a une liaison très forte avec le côté art plastique. Alors, bien sûr, la musique peut venir s'intégrer, la danse peut venir s'intégrer, mais ça restera quand même de l'art performance. Ça ne sera pas un spectacle. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Ça restera une performance artistique. Voilà, pour répondre à ta question, moi je reste ancrée dans cette définition, voilà, qui est la mienne de l'art performance. Et donc là, il y avait différentes thématiques. Sur l'intermédiaire, il y avait qui par exemple? Tibor Pape, Akhenaton, Inouïr, c'est-à-dire Lee Pinting et Thierry Madio. Il y avait Marianne Choup, Vincent Barras, et le flash opéra de Giovanni Fontana et des musiciens italiens. Parce que l'intermédiaire donc, vient de Dick Higgins, tu m'as dit que tu avais participé au dernier moment à Québec. À Québec, j'étais présente à un festival organisé par Richard Martel, pendant lequel, hélas, Dick Higgins est mort dans la nuit d'un infarctus. La veille, je dînais avec lui, on discutait. Il m'avait écouté, je lui avais posé plein de questions et le lendemain il était mort. Giovanni Fontana qui était présent m'a dit Sylvie, il faut faire quelque chose avec ça. Donc moi j'ai contacté tous les artistes qui étaient présents, je leur ai demandé s'ils étaient d'accord pour créer une exposition en hommage à Dick Higgins.
Et j'avais un contact avec un musée à Budapest, avec Laszlo Bécqué, un conservateur. J'ai contacté Laszlo, je lui ai demandé si cela l'intéressait d'avoir une exposition en hommage à Dick Higgins. Il a tout de suite répondu oui Sylvie, il n'y a aucun souci. Et tu as l'affiche ici avec tous ceux qui ont participé, que tu peux voir. Cet hommage à Dick Higgins a eu lieu dans ce musée de Budapest en 1999. Vraiment un an après son décès. Oui. Bah, le temps que tout se mette en place, que je collecte les œuvres, que je récupère tout. Et ça, ce sont tous ceux qui étaient présents en dessous. Parce qu'en fait, il y a eu 2 éditions de cette exposition. Elle a tourné, donc elle a commencé à Budapest, elle est restée au musée pendant à peu près un mois. Il y a eu des performances, évidemment, pendant le vernissage, toujours, bien sûr. Il y a eu une collaboration aussi avec Julia Klanikse, Hartpool, à Budapest, bien sûr, et Georgi Galantai, les Galantai. Et l'exposition, après, elle est partie à Rome grâce à Giovanni Fontana, dans un autre musée. Elle a tourné à Rome avec un rajout d'artistes italiens, de poètes italiens comme Arrigo, Laura Totino, enfin des gens vraiment pris là-bas. Comme lui, Lamberto Pignotti. Et puis après, elle est partie chez Antonio Poch dans un bel espace, un peu dans la montagne italienne. Donc l'exposition, elle a tourné pas mal de temps avec chaque fois des performances pour le vernissage. Et ça, c'était, ma foi, un bel hommage à Dick Higgins. Et les artistes ont collaboré en m'envoyant une œuvre qui leur était renvoyée après l'exposition, bien sûr. Voilà. Alors, donc, il me fallait du temps pour organiser tout ça. Donc, 2 ans, il fallait bien ça. Et puis, je recrutais une équipe dans les écoles des beaux-arts, par des annonces dans les universités. J'ai eu des maîtres de thèse qui sont venus faire leur thèse, enfin de ceux qui préparaient leur thèse, qui sont venus faire leur thèse dans le cadre du festival Polissonnerie. J'ai des résultats, d'ailleurs je les ai, les thèses, c'est assez excellent. J'avais un directeur technique qui était le neveu d'un ami, un des anciens du directeur du festival de jazz à Vienne, qui était sur Lyon, qui m'a toujours aidé et qui a assuré au niveau technique comme c'est pas possible, parce que j'ai quand même dans le 2e festival fait venir Istvan Kantor, mon petit Kansin, avec 3 tonnes de matériel. Voilà. Et alors, ce 2e festival là, qui a eu lieu en 2001, toujours aux subsistances, et avec mon équipe de bénévoles et moi-même, nous étions tous bénévoles, bien sûr. Par contre, j'ai toujours réussi à payer les artistes, c'est-à-dire que le budget que j'avais, je le divisais par le nombre d'artistes, tout le monde était payé pareil. Quand j'ai fait venir Yann Fabre, parce que je suis allée le chercher au Théâtre de la Ville à Paris, pour le faire revenir à la performance, puisqu'il en avait fait une avec Orlan au préalable, j'ai dit à Yann Fabre, Yann, tout le monde est payé pareil. Hein. Il m'a dit, il n'y a pas de problème Sylvie, je viendrai à ton festival. Donc, c'était une très belle aventure, c'était exceptionnel. Il y avait des moments très forts, bien sûr. Et cette dernière édition, elle était un peu provocatrice, sciemment. Voilà. C'est de qui l'œuvre ? L'œuvre, c'était ce sont les fesses d'un copain qui était prof de gym.
Et l'œuvre, le graphisme a été réalisé par un ami qui avait une agence de publicité. Parce que pour tout dire, aux subsistances, on me faisait un peu suer. C'était un peu l'administration contre l'indépendant, quoi. Voilà. Et des choses très très compliquées. Voilà, donc, je ne rentrerai pas dans les détails, on va rester sur le festival qui est beaucoup plus intéressant. Donc il y a eu pareil des thématiques pour chaque soirée, avec Poésie sonnée pour la première, avec Jaap Blonk des Pays-Bas. Dieu sait s'il est bon lui. Andrej Karossi de Hongrie, qui est hélas mort maintenant. J'ai une belle photo de lui. Valérie Cherjanoï de Russie, mais qui vit en Allemagne. Amanda Stewart d'Australie, que j'ai eu grâce à Nicolas Zurbrugg, qui a beaucoup vécu en Australie. Il faut savoir qu'entre les deux festivals, Nicolas Zurbrugg est décédé, et Nicolas Zurbrugg était un des témoins choisis pour écrire aussi, pour être présent dans mon premier festival. J'avais un lien très très fort avec Nicolas Zurbrugg. Il y avait Bartolomeo Ferrando d'Espagne, Nicolas Frangione d'Italie, Isabella Beumer d'Allemagne et Mark Sutherland du Canada, qui hélas nous a quittés en début d'année. J'étais très triste d'une sale leucémie. Voilà. Ça, c'était la première soirée, donc toujours sur la poésie sonore. Ensuite, il y avait Politically Incorrect, quelques petits clins d'œil un peu, voilà, comme ça, hein. Alastair McLennan, Balin Zombati, Boris Nisloni, Arthur Teichberg, Zbigniew Warpechowski, l'excellent Zbigniew, Roddy Hunter, Oscar McLennan. Il y a eu Sexe opposé le lendemain, avec pas mal de femmes, on va dire. Lorraine André, Irma Optimiste de Finlande, Tsuneko Taniuchi qui vit en France, Melati Suryo-Darmo qui vient d'Indonésie, une ancienne élève de Marina Abramovic. Oh, elle était brillantissime. Alors elle était avec des talons aiguilles, une très belle tenue chic et tout, sur un grand miroir par terre qui était recouvert de beurre. Et elle dansait, parce que c'est la fille d'un très grand professeur de danse indonésien. Elle dansait sur ce beurre qui la faisait chuter, qui lui faisait perdre l'équilibre. Elle était complètement en l'air, par terre, de partout. C'était très très fort. Très dense. Vraiment très très dense. Elle était excellente. J'aime beaucoup le travail de Melati Suryo-Darmo. Elle est retournée, elle vit en Indonésie, elle organise un festival. Il va falloir que je me déplace là maintenant. Et puis il y avait Anne Seagrave d'Irlande, qui est une danseuse, mais qui est vraiment très intégrée dans l'art performance. Et il y avait Ma Liu-ming, le chinois déguisé en femme. C'était Sexe opposé. Il y avait Intimement public. Tu veux que je les cite tous ? Pas forcément. Il y avait Frito Mixto. Voilà, il y avait Yann Fabre dans Frito Mixto. C'était le carrefour de création important. C'était des collaborations. Il y avait Marie Coivrevoisou, il y avait Jean-Pierre Bobillot avec Jean-Louis Houchard. Une collaboration, voilà. Zsolt Kovacs et Zsolt Zores de Hongrie. C'était très très international. Toujours. Alors qu'à l'époque, l'internet était beaucoup moins développé. Enfin, c'est évident. Comment tu communiquais avec eux? Comment ça s'appelait par fax? Oui, par fax. D'accord. Par fax. Oui, par fax. Et quelle réception as-tu eu pour un festival aussi international il y a quand même 26 ans? La presse, beaucoup de presse s'est déplacée. Parce qu'il n'y avait pas ça à Pompidou, pas aussi international en tout cas, à ma connaissance. Peut-être pas aussi international. J'ai eu beaucoup de déplacements de presse, parce que c'est vrai que je les connaissais, j'allais les rencontrer à Paris.
je me déplaçais beaucoup. Hein. Il fallait que je me montre, il fallait que je convainque. Il fallait que je leur exprime pourquoi je faisais ça et ce que je voulais obtenir, et que c'était très très important dans notre monde actuel, parce que la performance est quand même un reflet de ce qui se passe dans notre société. C'est comme un baromètre pour moi, c'est un peu un baromètre de notre société. Et il fallait que les gens comprennent ça, il fallait qu'on montre ça. Avant qu'elle soit institutionnalisée, parce qu'à l'époque, elle n'était pas aussi institutionnalisée. Ben non, mais tu les as vus beaucoup, ces artistes que je cite dans les institutions, à Non, part non, quelques-uns? mais aujourd'hui, quand tu regardes les affiches de toutes les institutions dans leur programmation, il y a marqué Ah oui, performance partout, ce que je veux dire. oui, il y a un spectacle. C'est ça. Voilà, ce que j'appelle un pechtacle. Mais oui, c'est très tendance. Voilà. Et ben voilà, c'était le dernier festival Polissonnerie, puisqu'après, la ville de Lyon, pour la 3e édition, dans laquelle devait intervenir Laurie Anderson, Jean Dupuis, des Québécoises, puisque j'ai beaucoup de connexions à Montréal, je continue beaucoup à écrire sur l'art performance, et à faire mes archives photos, toujours. Donc voilà, il y a eu. Tout a été coupé. L'adjoint à la culture m'a coupé mes subventions. Je venais d'obtenir les subventions européennes. Bref, ils m'ont cassé les reins. Le fameux Patrice Béguin ne voulait plus que de l'institution sur Lyon. Il ne voulait plus d'indépendants. Il a cassé les reins de tous les indépendants à cette époque. Ça a été terrible. Ça a été une grosse connerie, quoi. Voilà. Et donc, quelle a été la suite ensuite, Polissonnerie? Alors, ensuite, j'ai eu une proposition du toboggan. Alors, attends, la date, je te la cherche. Le toboggan, qui est un centre qui est un centre d'art qui est à Dessines, où j'ai organisé Uppercut de femmes, avec 3 femmes, dont je suis fan du travail, évidemment. Alors, il y avait Gwendoline Robin qui travaille avec les explosifs. Elle est incroyable. C'est une Belge que j'ai découvert en Belgique dans un théâtre. Elle n'était pas du tout connectée avec le réseau d'art performance. Mais quand j'ai vu son travail, j'ai dit, oh là là, ça c'est de l'art performance complètement. Et je l'ai intégrée dans tout le réseau d'art performance. Donc elle a tourné, elle a été invitée. Voilà, donc ça c'était pile poil ce que j'aime faire. Voilà, créer des liens, une belle découverte. Et puis j'avais invité Irma Optimiste de Finlande, qui organise aussi beaucoup d'événements sur Helsinki, et Myriam Laplante, ma québécoise préférée, qui vit en Italie et qui est absolument incroyable. Tiens, regarde, une petite photo d'une performance de Myriam Laplante avec sa tête de Titi, là. Je l'ai en grande photo dans mes archives, bien évidemment. Tu as pris une photo tu as filmé toutes les archives photos. Voilà. Et bien, ça a été le dernier événement. Sinon, j'ai contribué à des festivals à l'étranger avec un budget de l'AFA. J'ai emmené, entre autres, Jean Dupuis aux États-Unis. J'ai emmené Julien Blaine à Nové Zámky et à Budapest. À un moment où il y avait un Polyphonix organisé par, je cherche son nom, rappelle-moi. À Budapest? Oui, Polyphonix, c'est Jean-Jacques Lebel. Jean-Jacques Lebel, voilà. Ma mémoire. Et donc, on avait tourné, on avait fait Nové Zámky et on avait fait Budapest. Donc il y avait Tibor Pape notamment. Ah, évidemment qu'il y avait Tibor Pape, qui est toujours venu dans mes 2 événements et à qui j'avais organisé aussi une belle conférence dans le centre d'art de Vénissieux grâce à Madeleine Lambert, qui elle aussi nous a quittés, hélas. Tout à l'heure on parlait de Claude Maillard, le lien avec Ah là là, Tibor Pape. Claude Maillard.
quelle belle rencontre, Claude Maillard. J'étais à l'Institut hongrois avec Tibor Pape et Claude Maillard faisait une lecture. Et j'écoute cette femme âgée, avec des yeux bleus, mais extraordinaires, avec ses cheveux tout blancs, mais bien âgée déjà. Et elle parlait de sexe, de sexualité, d'amour, mais d'une façon absolument extraordinaire. Alors moi, je la regardais comme ça, en me disant, mais c'est qui? Mais c'est qui ça? Tu sais, je ne bondissais pas sur mon siège, mais c'était tout comme. Et à la fin de son intervention, je vais la saluer pour me présenter à elle, et Claude Maillard me fait, mais qui êtes-vous, vous, avec ce regard qui m'avait fixé pendant tout le temps de ma conférence? Mais qui êtes-vous avec ce regard si chaleureux? Je veux absolument vous connaître. Et là, ça a été le début d'une belle amitié parisienne avec Claude Maillard. À l'époque, elle vivait avec son amoureux cubain, qui était malade, qu'elle soignait. Elle travaillait toujours à Sainte-Anne. Elle était en même temps psychanalyste et psychiatre, bien évidemment. Et elle soignait son homme cubain qui était fort malade. Et c'est une des précurseurs de la poésie numérique. Absolument. Absolument. On oublie de le dire. Oui. Souvent. Oui. Oui. Donc ça, c'était une des expositions Hommage à Dick Higgins. Okay. Avec Giovanni Fontana. Une percute de femme. Donc ça, c'était le 3e festival que tu avais créé. C'était la collaboration lors d'un événement dans ce centre d'art à l'extérieur de Lyon. D'accord. Alors Sylvie, ensuite, effectivement, il y a le travail d'archive que tu effectues depuis 31 ans. Comment t'es venue cette idée d'archiver l'art vivant, art performatif? Écoute, c'était important pour moi de garder des traces de tous ceux que j'ai pu rencontrer un peu partout pour pouvoir faire leur promotion. Puisqu'à l'époque, j'avais fait la promotion en France de Francesc Torres, artiste américain, mais d'origine espagnole, un peu proche de Muntadas dans son travail. Et j'avais fait la promotion de Thomas Lawson en France, bien évidemment, puisqu'il est allé intervenir grâce à Yves Michaud à l'École des Beaux-Arts de Paris, voilà. Donc moi, il me fallait des traces pour parler des gens, il fallait que j'ai des dossiers, il fallait que j'ai des traces. J'ai commencé les archives photos, comme tu as pu le voir, on aurait pu, d'ailleurs on va pouvoir faire quelque chose là-dessus, il y a 31 ans. La première photo est avec Michel Giraud et Charles Dreyfus et Marceline Filiou, voilà, personnage non moins extraordinaire. Et puis voilà, il fallait des traces, il fallait pouvoir parler de ces gens, il fallait pouvoir documenter. Et j'ai engrangé. J'ai eu des catalogues, des livres. J'ai d'ailleurs moi-même collaboré à des livres d'artistes, à certains performeurs, dont Roy Vara. Je pourrais te le faire voir. Et puis de fil en aiguille, j'ai rempli les étagères. Et ça prend du temps. Et c'est intéressant parce que au moins quand tu veux écrire quelque chose sur un artiste, tu as des traces. Il y a 31 ans en arrière, on n'avait pas Internet comme on l'a maintenant. Donc tout était document papier. Donc il me fallait, j'ai effectivement beaucoup de documents papier. Et puis je ne suis pas fanat non plus de passer trop de temps sur l'ordinateur, ça m'agace un peu. Donc tu as photo, mais également, on a pu voir tout à l'heure, tu as toutes les vidéos de polissonnerie. J'ai non seulement les vidéos de polissonnerie, mais j'ai des vidéos de travail d'artistes du monde entier. Quand tu allais à ces festivals à l'étranger? Quand j'allais à l'étranger, ils m'ont tous, ou ils m'envoyaient, ou ils voulaient que
connaissent leur travail, où ils m'envoyaient directement, à partir d'un certain moment, quand j'ai été connue, ils m'envoyaient directement des documents où je les collectais au fur et à mesure de mes déplacements, bien sûr. C'est ce qui a rempli petit à petit les étagères. Et aujourd'hui, tu as quand même un fonds qui est quand même assez incroyable, international. Oui, oui, oui. Et c'est là où mon ami Alain Garland de Frigo est passé à la maison, il y a quelque temps. C'est un de ceux qui dirige encore Radio Bellevue. Quand il a vu tout ce que j'avais en archives, en art performance, et Dieu sait s'il s'y connaît, puisque Frigo, il y a 40 ans en arrière, ce n'était que des performances. En tout cas, beaucoup de musique, de la danse aussi, mais en tout cas de la performance. Et puis, fameux Radio Bellevue, la radio rock de Lyon. Et il m'a dit, tu vas venir faire une émission de radio sur Radio Bellevue. On veut relancer la radio. Donc tu vas venir faire une émission de radio. Et j'ai commencé mon émission de radio il y a un mois et je m'éclate en faisant ça. La prochaine émission aura lieu le 14 septembre et il y en a une de planifiée tous les mois. Et Alain Garland voudrait faire revivre Radio Bellevue, la sortir du web pour la passer sur d'autres supports maintenant qui existent, que tu connais certainement mieux que moi, et en faire la radio culturelle de Lyon. Et donc dans ces émissions, tu parles de tes archives liées à la performance. Ben, je parle des performeurs, je parle de leur travail, je parle de ma rencontre avec eux. Je peux parler de Louise Bourgeois, par exemple, aussi. Parce que Louise Bourgeois, je suis tombée dans mes archives sur un CD qu'avait fait Louise Bourgeois, qui est absolument étonnant, quoi. Voilà, qui est un très beau morceau, très, très vivant, très pulsant. Donc je l'ai pris comme jingle. Donc évidemment, j'explique qui est Louise Bourgeois. Donc là, effectivement, ces archives vidéo, là, plutôt performance qu'on t'envoyait ou que tu as filmé ou toi-même. que j'ai collecté, voilà, ou qui me donnait Irma Optimiste, par exemple, tu vois, c'est elle qui me l'a fait. Kirsten Justesen. Il y a Oleg Kulig. Et puis, de toute façon, il y en a plein derrière aussi, quoi, voilà. C'est tout en double. C'est tout des vidéos qu'il faut absolument que je fasse numériser, sinon ça va être perdu bientôt. Il y a tous les festivals d'Odense, il y a Kulig, ça c'est tout, Nové Zamky en Slovaquie, les festivals. Roy Vara, une œuvre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Art and Life. C'est une œuvre vidéo. Oh, j'arriverai pas à la sortir. C'est une œuvre vidéo qu'il a faite. Ah, j'arriverai pas à la sortir. Et alors ça, c'est pas mes événements, c'est les artistes que je connais tous. Ouais, Bartolomé Ferrando. Personnellement, voilà. Donc ça, c'est les archives vidéo, et puis il y a toute la version papier. Et puis il y a la version papier, il y a toutes les... Tout ça, c'est tout Fluxus. Là, les 3 étagères, là. C'est Fluxus. Voilà. Des documents donnés par Ben. J'ai pas mal de documents donnés par Ben. À la montagne, j'ai un gros livre de Ben sur le gros pavé qu'il a fait, sur lequel il avait inscrit pas d'Ars en belge, et il a rayé belge et il a mis pas d'Ars en Sylvie. Non. On est devant une œuvre de notre ami Julien Blaine. Julien Blaine, qui lui aussi a organisé beaucoup de choses chez lui à Vintabrin. Et puis en tant qu'adjoint à la culture à la ville de Marseille. Et je suis allée souvent à Vintabrin voir des événements qu'il organisait avec des gens incroyables. Et ça a été d'ailleurs ma première rencontre avec Philippe Castelin. C'était à Vintabrin chez Julot.
Voilà. Et là, donc, c'est une œuvre, tu peux en parler 2 secondes, cette œuvre Ah de oui, Jules c'était pendant Action Poésie Sonore à la Villa Gilet. Alors, Julot est sur scène, il commence à réciter avec beaucoup de verve, de fougue, et puis au bout d'un moment, il prend ses 2 planches, il cloue ses pieds, il cloue ses chaussures à travers ses doigts de pied, les 2 pieds, et puis il commence marche, 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 toujours avec sa voix magnifique. Et il continue, et au final, il saute de l'estrade du podium, qui était quand même haut, puisqu'on avait un escalier pour monter, il saute au milieu du public. Donc là, Une petite Sylvie. donc là, c'est un peu tous les textes que tu as pu écrire, enfin une partie des textes. Une partie des textes sur les artistes sur qui j'ai écrit. Donc là, tu as une bonne liste quand même. Tu vois, il y a Ana Mandetta, il y a Carlos Martial de Cuba, il y a Viva Montréal. J'en ai fait plusieurs éditions. J'ai été témoin aussi pour 7-Eleven à Toronto. C'est-à-dire que je devais écrire tous les jours, faire un compte-rendu des performances de la journée. Et j'avais pas d'ordinateur, ils m'en avaient filé un, je savais pas m'en servir. C'était un vrai micmac, mais on s'est éclaté. On était 2 à faire les témoignages, on se complétait. Et c'était absolument génial. Comme ça, je pouvais dire à l'autre, oh là, tu prends cet artiste-là, moi, ça m'a pas trop parlé. Et après, donc, tu as toutes les archives photos là-bas Là, ce sont les archives photos. Oui. Donc de plus de 30 ans, Oui. 31 ans. Je te montre la première. Ah oui. Allez. Photo 1993. Voilà. Donc, le Coyote. Le Coyote, Marceline Filiou et Charles Dreyfus en dessous. Quelle équipe. Quelle équipe. Et ensuite, Raymond Hins. Et Henri Chopin. Et Henri Chopin. Et Jean Dupuis. Et Raymond Hins. J'étais très souvent avec lui. Tu n'as pas vu, là, j'ai une photo Si, avec vu. lui. Là, avec un grand chapeau. Je voulais absolument lui faire ouvrir ses valises. Parce que tu sais qu'il vivait avec des valises où il y avait des choses incroyables dedans. Ah non, je ne savais pas. Qu'est-ce qu'il y avait ? On n'a jamais pu voir, mais tout le monde rêvait de lui faire ouvrir ses valises. C'était tout son stock, sa vie, des œuvres qu'il n'avait jamais montrées et qu'il ne voulait pas montrer. Il ne voulait pas ouvrir ses valises. Mais elles étaient stockées ou elles étaient... Non, il se promenait, il les avait avec lui ou elles étaient stockées chez lui. Et tous les directeurs de centres d'art, quand ils me voyaient avec lui, ils me faisaient « Alors Sylvie, tu crois que tu vas arriver à lui faire ouvrir ses valises ?» Belle anecdote. Belle anecdote. Et je passais des heures à l'écouter parler, évidemment, parce que tu sais que c'est quelqu'un qu'on n'arrête pas. Voilà, Raymond Hins. Il parle, et puis il rebondit sur autre chose, bref, c'est sans fin. C'est absolument génial, moi j'adorais. Et un soir de Noël, j'étais toute seule à Paris, je m'envolais à New York le lendemain matin, je prenais l'avion. Et Raymond Hins m'a invité à dîner. On a passé notre réveillon de Noël tous les deux à Paris, dans une brasserie. On s'est éclatés. C'était drôle. Là aussi, j'ai vu des photos avec John Giorno. Ah ben oui, j'étais chez John à New York. Au bunker. Je suis allée visiter le bunker, bien sûr. Donc là, il y a notre ami Jean-François Bory, Pignotti. Ouais, Lamberto Pignotti, Tania Ostojic, qui est venue dans mon festival. On l'a enregistré, ça, ou pas l'interview que j'ai faite de son compagnon. Oui. Oui, c'est enregistré, ok. Donc, voilà, là, tu as dont j'ai beaucoup aimé le travail, Otto Metzaros.
Là, nous avons un petit hublot, quelques petits hublots. Pensez à payer vos factures avec des grains de sable, c'est qui? C'est Max Ford? Non? Non, je ne sais plus qui c'est. Tu sais, j'avais trouvé ça quelque part. Quelquefois, je collecte des choses un peu anecdotiques, on va dire, qui me plaisent. Le petit billet, c'est quand même eu beau, là, tu vois. Ça, c'est Made in Eric. Les fourmis, c'est Mike Hens. Donc ça, c'est des rencontres que tu as faites. C'est des artistes que j'ai invités régulièrement dans mon événement. Les affiches de Seiji Shimoda, des festivals de Seiji Shimoda qu'on ne trouve plus maintenant. Elles sont épuisées, ces affiches. Donc elles ont. T'as pu y aller à ces festivals au Japon ou en Bah, Asie? il m'a invité une fois, on a fait toute une tournée du Japon, mais c'était un mini festival. Il m'a invité avec Rocco Joseph Joas de Slovaquie parce qu'on était en Corée du Nord où on avait assisté à un événement de performance en Corée du Nord. Alors ça, c'était quelque chose, hein. Je peux te dire que on a mangé du chien, cette espèce, Corée du Nord. Et après, comme Corée du Nord, on était... Non, je te dis une connerie, pas Corée du Nord, Corée du Sud. Corée du Sud, oh là là, Corée du Sud. Après, Seiji Shimoda nous a invités à venir le voir au Japon. On était trois, Iliona Nemeth, Rocco Joaz et moi-même. Et on a fait une tournée de performance dans 3 villes. Voilà. Il y a eu un village en bas du Japon, au bord de la mer. Il y a eu Hiroshima et il y a eu Osaka. C'était excellent. Alors. Donc ces photos, effectivement, relatent 30 ans de suivi de festival de performance. Et le reste est dans mon ordinateur, parce qu'à partir d'un certain moment, c'est-à-dire après 2001, tout est numérique. Il me semble que, oui, voilà. Il me semble qu'après 2001, qu'est-ce que j'ai... Oui, Yann Fabre, le Louvre, quand il avait fait sa performance en hommage à Mesrine, ce qui a plu plus ou moins à certaines personnes, tu t'en doutes. Mais il a fait une performance en hommage à Mesrine au Louvre. C'était assez incroyable, sa performance. Donc ça s'arrête. Regarde, il y a Orlan. Ça s'arrête là. Dernière photo, Yann Fabre. En 61. Dernière photo papier. Et alors, tous les négatifs sont rangés là, dedans. Tous les négatifs des photos sont rangés ici. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois d'intéressant dans la performance? Ou est-ce que c'est des réseaux que tu vois moins parce que c'est une autre génération? Ou est-ce que... Ben, disons que je vois plus beaucoup de performances en France, ça continue, je les vois à l'étranger. Tu vois, là je vais retourner à Montréal en novembre. Là, de Montréal, je vais faire un saut à Mexico parce qu'il y a trop d'artistes là-bas que j'ai envie de retrouver, que je n'ai pas vu depuis longtemps, que je connais et qui m'attendent déjà. Donc ça, c'est bien. Puis je vais revenir à Montréal. Et puis à Montréal, je fais une intervention à l'UQAM, à l'université UQAM, grâce à Éric Le Tourneau. Puisqu'il va y avoir un fonds Sylvie Ferré avec mes archives de poésie sonore que je donne à l'UQAM pour qu'elle continue à servir pour les étudiants, voilà, on a décidé ça avec Eric qui va venir les chercher bientôt. Et il va me faire 4 jours d'intervention à l'UQAM. Et j'en profiterai aussi pour faire en direct mon émission de radio à l'UQAM avec des artistes que j'aime du Québec. Voilà. Et qui sera retransmise en France, bien évidemment. Merci Sylvie. Merci à toi. Et avec toutes ces archives, une chose qui pour moi est primordiale, c'est la transmission. Il est évident qu'il faut que tout ça serve. Il faut transmettre
pour le futur, pour ceux qui viennent, ceux qui vont s'intéresser à ça. Malheureusement, actuellement, on est vraiment un peu tiré par le bas, hélas. Mais je garde l'espoir qu'il y en aura quand même quelques-uns qui vont être concernés par ça. Et pour moi, j'ai toujours fait toute cette collection d'archives dans le but de transmettre. C'est le mot de la fin.